Bonjour tout le monde! Donc, on commence le fascicule C04. Là, on rentre dans le vif du sujet. Euh, c'est les machines à état en langage C++. Qu'est-ce que c'est le C++? Ben, vous le savez. Voyons. C++. C++, langage. Vous n'avez pas fait beaucoup, vous n'avez fait un peu, vous avez appris sur le tas, puis vous allez encore apprendre sur le tas. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes la dernière gang qui fait ça. Non, c'est pas vrai. Bref, C++, on va voir les if, les switch case, puis certaines choses là qui vont vous être utiles, les opérateurs logiques aussi qui vont vous être utiles. Fait que on va rentrer en détail là, pour chaque partie, puis on va voir comment ça fonctionne. Je vous ai mis une coupe de liens ici internet là qui va vous permettre d'utiliser l'Arduino avec les librairies de l'Arduino qui vous permet d'aller lire puis setter les broches correctement pour pouvoir faire votre programmation sur les broches. Donc, pour lire et écrire sur une broche, il est nécessaire de faire deux choses. Pas une, deux. OK? La première chose, c'est d'écrire quelle pin on va lire. Puis, une fois on regarde sur la bonne broche. Donc, ça, c'est le pin mode qui nous permet de savoir sur quelle broche ça se passe. Puis, est-ce que c'est une entrée ou une sortie? Le pin mode permet de savoir si c'est une entrée ou une sortie. Et ça se fait dans le setup. La deuxième chose, c'est qu'à partir de cette broche-là, vous allez voir l'état booléen de cette broche-là. OK? Donc, ça veut dire que on peut faire deux définitions au départ. Le numéro de la broche, puis le nom de la variable qui va contenir la valeur booléenne de cette broche-là. OK? Oubliez pas ça. Ça prend deux choses pour lire une broche sur un microcontrôleur. C'est toujours vrai, pas juste dans l'Arduino, là, n'importe quel microcontrôleur. Il faut savoir sur quelle broche, donc le numéro de la broche, puis il faut avoir une variable qui va détenir la valeur booléenne de cette broche-là. OK? Vous voyez, c'est deux choses. OK? Euh, donc, quand on fait un digital read, ce que ça fait, je vais aller au tableau avec ça. Un read, quand vous faites une... Mon Dieu, il est allumé, il est ouvert. Ben oui, il est sec. Merde. J'ai fait sécher mon crayon. Donc, si je fais une lecture, ça veut dire que j'ai ma broche sur mon processeur qui est ici. Je fais une lecture, ça veut dire que je prends la valeur puis je l'envoie à l'intérieur. Donc, je dois dire sur quelle broche je le fais. Puis la lecture s'en va à l'intérieur, ça veut dire qu'elle s'en vient vers le programme. Donc, si je fais une lecture, je vais faire un digital read. Je devrais donc demander la broche, le numéro de la broche et la valeur qui va retourner de ça, elle s'en vient dans le programme. Donc, je devrais la mettre à quelque part. Je devrais l'écrire. Ce qui va sortir de la fonction, c'est la valeur booléenne. Donc, je vais devoir la mettre sur la var bool. Je vais l'appeler de même, là. La variable booléenne qui est associée à cette broche-là. Voyez-vous, ça m'a pris deux choses. Le numéro de la broche, puis une variable dans laquelle j'écris la valeur booléenne. Là-dedans, il va y avoir vrai ou faux en fonction de ce qu'il y a sur la broche. Ça, c'est un read. Un read, ça s'en va vers le processeur. Un write, ça veut dire que je sors la valeur. Donc, un digital write, W-R-I-T-E, OK? Là, j'ai besoin de la broche. Là, le digital write, par contre, dans quel ordre ça se fait? Bon, je l'ai pas. Es-tu écrit quelque part? Bon, un exemple quelque part.
digital write, broche et le boolean. OK. Donc, j'ai besoin de la broche. Parce que là, un digital write, ça c'est un read. Un write, hop. Un write, c'est j'écris, je pars du processeur et j'écris vers l'extérieur sur une broche. Donc, ça me prend un numéro de broche, puis ça me prend la valeur que je veux. Je veux-tu la mettre à 1 ou à 0? Donc, ça me prend la broche, puis la variable booléen varbool. OK? Donc, ça me prend les deux, mais par contre, remarquez que j'écris quelque chose. Fait que si j'écris, ça veut dire qu'il faut que je l'envoie à la variable. C'est la variable qui va, pas la variable, mais la fonction. C'est la fonction qui va écrire la valeur qui est passée en paramètre. Voyez-vous la différence entre un read et un write? Un read, je retourne la valeur dans une variable, alors qu'un write, je passe la variable en paramètre pour pouvoir l'écrire. Il n'y a pas d'égal ici. C'est juste une commande. Envoie-le. OK? Donc, la broche, ça équivaut comme d'une adresse, d'une certaine façon. C'est la destination. C'est sur cette broche-là que j'écris la valeur booléenne qui est ici. Donc, ça, c'est un write, alors que le read. Donc, le read, c'est pour aller lire l'état des capteurs, parce que c'est une entrée du système, alors que le write, c'est pour activer des sorties, donc activer mes actionnaires. Ah, c'est pas pire. Je vous regarde, mais vous ne me voyez pas. Je suis caché. Hello! OK. Donc, oh, je t'ai rendu plus loin que ça. Donc, ça, c'était pour le read et le write. Vous allez avoir besoin de faire un pin mode au début. De toute façon, on va revenir là-dessus durant les laboratoires. Puis, vous allez utiliser des digital read, digital write pour aller lire l'état des variables d'entrée et écrire l'état vers les sorties. Je vais vous montrer ça, comment qu'on fait ça. Habituellement, on les fait toutes dans le même coin, puis on fait les changements d'état, puis tout ça dans un autre coin du programme. Vous allez avoir besoin des structures en if. Vous l'avez déjà utilisé peut-être un peu, mais les if, ça va vous permettre de faire des prises de décision, des conditions, des choses comme ça. À l'intérieur d'une parenthèse d'un if, c'est toujours des trucs, des opérations qui vont retourner une valeur booléenne, vrai ou faux. Okay? Vous pouvez utiliser égal égal, vous pouvez utiliser plus grand ou égal à. Donc, si la condition est vraie, ben ça passe. Sinon, ça saute la structure. Donc, vous avez un exemple ici en if-else. Vous pouvez avoir un if-else espace if. Faites attention, le VHDL est différent. Hein? Vous avez déjà vu le VHDL, il y avait un else if en un mot. Là, en C, il n'y a pas ça. C'est un if, else, puis tu repars un autre if, else, puis tu refermes. Il n'y a pas d'end if, parce que c'est pas du VHDL, c'est des accolades. On ouvre puis on ferme une accolade. Donc, c'est facile. À chaque if qu'on ouvre, il y a des conditions qui sont booléennes toujours. Et vous allez avoir les opérateurs booléens qui vont vous permettre de faire des équations logiques plus complexes. Vous avez l'opérateur et, l'opérateur ou qui est deux barres verticales. Puis vous avez l'inversion. L'inversion, c'est le not. Vous le mettez avant la variable. Donc, c'est not variable, note A, note B, quelque chose comme ça. Vous le mettez devant et ça va inverser ce qu'il y a de l'autre côté. Vous pouvez mettre des parenthèses aussi, mettre le note et la parenthèse. Donc, c'est un point d'exclamation en C++ et en C. L'opérateur d'égalité, je pourrais rajouter l'opérateur d'inégalité. Vous pourrez avoir plus grand ou égal, plus petit ou égal, plus grand, plus petit, ainsi de suite. Vous pouvez avoir aussi note égale. Donc, note égale, c'est point d'exclamation. Je peux aller au tableau avec ça. Là. Donc, les opérateurs qui manquent ici, c'est plus grand ou égal, plus petit ou égal. Vous avez plus grand, plus petit,
puis vous avez not égal. OK? Ça, c'est pas égal. Ça veut dire que c'est différent de, si vous préférez. C'est les mêmes opérateurs quand LabVIEW aussi, ces opérateurs-là, avec des petits triangles, là. Tu sais, quand vous avez ça comme ça, avec... vous avez ça. Non, je pense qu'il va l'écrire plutôt comme ça, là, dans le dessin, mais c'est la même chose que ça. OK? Donc, en LabVIEW puis en C++, vous pouvez faire toutes les mêmes affaires. En passant, c'est juste qu'en LabVIEW, vous avez des librairies beaucoup plus avancées, puis ça tourne sur un ordinateur, puis c'est graphique, puis donc c'est ça. Tandis qu'en C, surtout en embarqué, en C++, les librairies, puis la vitesse d'exécution est un petit peu moindre, donc vous êtes limité un peu plus. À moins de tomber avec le même bio. OK. Donc ça, c'est pour les opérateurs. Là, je le sais, je vais quand même assez vite, là, mais on va y revenir, puis vous allez... C'est à force de coder. La meilleure façon d'apprendre à coder, c'est de coder. Que ce soit dans n'importe quel langage. C'est comme apprendre à nager, t'as beau se dire que oui, faut que tu prennes une respiration puis que tu bouges les bras, mais la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de nager. C'est la même affaire, OK? Ensuite, vous allez utiliser les switch case. Le switch case, en fait, ça ressemble beaucoup au with select dans le VHDL. Par contre, ça donne pas un circuit, ça donne vraiment une structure qui est séquentielle. Donc, le switch case, c'est un bloc conditionnel. C'est pas essentiel pour faire du C, mais par contre, ça permet de structurer le code d'une façon beaucoup plus claire, surtout quand on fait des machines à état. Donc, on va l'utiliser. Donc, le switch, on regarde une variable, puis lorsque les valeurs, quand la variable est égale à une valeur, ben, on exécute le code qui est en dessous. Donc, imaginez que la variable, c'est un enum, ben, on vérifie chacune des valeurs de l'enum, puis on va, en fonction de cette valeur-là, ben, on va exécuter du code. Ben, c'est très pratique pour faire une machine à état parce que on va définir un enum sur la variable d'état. Puis ensuite de ça, ben, chaque élément de l'énumération, c'est un nom d'état. Fait qu'on va pouvoir avoir un cas pour chacun des états différents. Fait qu'on va pouvoir exécuter du code différent pour chacun des états. Dans les switch cases, si vous regardez ici, j'ai le mot réservé break. Puis il existe aussi le continue. Le break est nécessaire pour pas continuer justement à la prochaine valeur. Parce que si vous mettez pas le break, si vous mettez pas le break, il va continuer à exécuter ce qui est en dessous. Alors que si vous mettez le break, il va exécuter juste le case qui est actif. Puis il va sortir un break, ça va vous faire sortir de l'accolade qui est ici, puis ça va recommencer. Okay, ça va lui permettre de faire sa boucle. Donc, le break est très important dans un case. Si vous ne le mettez pas, ça va donner des drôles de résultats. Vous allez vous poser la question. Le break est nécessaire pour faire la bonne fonctionnalité dans un case, à moins que vous sachiez ce que vous faites puis vous utilisez d'autres choses ou vous en mettez pas parce que c'est ça que vous avez besoin. Mais habituellement, moi, je me souviens pas d'avoir utilisé un case sans le break. Mais ça peut-être qu'il y aurait des exemples que j'ai pas vus. Okay? Donc, le mot réservé break est une commande qui permet de sortir de l'exécution d'un bloc. Le bloc, c'est donné par une accolade. Donc, il va sortir de la première accolade qu'il va voir. Okay? Si vous pouvez mettre une accolade à l'intérieur d'un case. Si vous mettez une accolade à l'intérieur d'un case, vous mettez un break en dedans de cette accolade-là, il sort automatiquement de cette accolade. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Okay? Donc, on peut utiliser un break aussi dans un while, un for, puis un switch case. Ça sort pas du programme nécessairement, mais ça sort juste de l'accolade. On l'utilise conjointement avec les switch cases pour éviter que le processus continue l'évaluation des cases suivants. Okay? Le continue,
Ce mot permet de sauter le reste d'une boucle sans sortir complètement de celle-ci. Ça veut dire si par exemple vous êtes dans une book for, vous pourriez avoir une book for, puis là il y a une condition spéciale qui fait que tu veux pas que ça exécute le reste de la book for. Ben tu fais continue, il va juste boucler puis il va recommencer. Okay? Ça permet de faire des choses particulières. Le continue. Je l'ai pas utilisé souvent, mais ça peut arriver. Je l'ai pas utilisé, par exemple, dans un switch case. En tout cas, je me souviens pas de l'avoir fait. Mais ça serait peut-être possible. Je sais pas. OK. Fait que je vais arrêter ça là pour l'instant. Je vais faire une autre vidéo pour C04.4. À tantôt!